Bonjour, bienvenue dans ce 39e épisode de Kiss My Ace, le podcast de Jeux Blancs. Jeux Blancs Média Tennis que vous pouvez retrouver sur son site internet ainsi que sur ses réseaux sociaux, Twitter et Instagram, où vous retrouvez toutes les actus du tennis masculin et féminin mondial. La semaine dernière, on s'est retrouvé pour les 1 an du podcast et pour débriefer l'Open d'Australie. Cette semaine, l'actu est bien plus calme, avec simplement chez les hommes le 250 de Montpellier et la Coupe Davis, et chez les femmes le 500 de Linz et le 250 de Singapour. Aujourd'hui, on va surtout parler des tournois qui arrivent à partir de demain, alors on enregistre, mais de ce lundi 3 février, avec notamment chez les hommes les 500 de Rotterdam et de Dallas qui s'annoncent tout particulièrement très sympa. Pour parler de ça, je ne serai pas seul évidemment, je serai accompagné de Fernando. Comment ça va, Fernando? Salut, écoute, ça va très bien. Ça va comme Daniel Collins après avoir battu une joueuse australienne. Donc forcément tu dois aller super. Donc sans plus tarder, on va commencer par parler de la l'ATP 500 de Dallas, où se trouvent plusieurs Américains, bien sûr, comme Tyler Fritz, qui est tête de série 1. On a du Tommy Paul, du Brooksby, du Mikkelsen, du Nakashima, Tiafoe, Shelton et encore d'autres grands joueurs. Dans les autres nations, on retrouve dans les grosses têtes Matchak, Rude, Fokina, Shapovalov, et on a un Français, il me semble, oui, Arthur Rinderknecht qui joue Fritz au premier tour. Les retrouvailles, je vois aussi qu'on a du Manarino côté bleu qui, lui, est sorti du top 500 il y a peu et est vraiment dans un creux très très fort. Mais bon, on va voir si Manarino peut aller loin ou pas. Comment on va procéder? C'est très simple. On va partir des quarts de finale. Et ensuite, si au cas où il y a un premier tour qui nous intéresse, bien sûr, on le prendra, mais et on en parlera. Mais on va faire quart par quart. Et, euh, et donc voilà comment on va procéder jusqu'à donner un vainqueur potentiel pour ces ATP 500. Donc, comme je l'ai dit, on va commencer par Dallas, où dans le premier quart du tableau, nous retrouvons évidemment la tête de série 1, Tyler Fritz, Tommy Paul aussi, tête de série 3, Thomas Machac, et nos deux Français, Rinderknecht Manarino. Il y a du Shapovalov, du Kekmanovic aussi, du Nishikori. Fernando Valli, je te lance. Qui vois-tu passer? Alors, le premier quart, si j'ai bien étudié le tableau, je vois un Taylor Fritz contre Marat. Enfin, côté Fritz, je pense que ça va, il devrait arriver facilement, même si Kecmanovic, parfois, il peut être difficile et que Rinderknecht est parfois aussi un piège. Mais je pense qu'il va arriver en quart de finale et il va tomber. Je pense qu'il peut tomber contre Machac, pardon. Même si c'est un joueur, je sais plus jamais quoi pronostiquer autour de lui parce que il peut passer du jour au lendemain d'être un joueur où tu le vois, tu dis mais comment ce mec il est pas dans les top 10 voire mieux quoi, voire mieux, à des matchs où il est horrible, mais vraiment horrible. Mais bon, je pense qu'il va arriver, il va arriver jusqu'au quart et qu'il va se retrouver face à Fritz et à partir de là, on verra bien. Ok, c'est vrai que Thomas Machac, il est capable du meilleur, hein. L'année dernière, on le rappelle, ça a été un des rares, enfin un des deux joueurs avec Rude à avoir battu et Djokovic et Alcaraz dans la même saison en 2024. Bien sûr, comme tous les joueurs, ils peuvent avoir quelques périodes de trous. De mon côté, je vais te suivre sur Tyler Fritz, qui pour moi a un début de tableau totalement jouable à sa partie et où il ne doit pas perdre trop de temps justement. Et du coup, je vais aller aussi sur Matchak, même si son premier tour contre Nishikori va pas être si simple, parce que je trouve que Nishikori revient très bien en ce début 2025. Je vais s'offrir ce match chaque pour, on va dire, l'affiche logique. Pour moi, la finalité de ce match-là ne fait pas.
grand suspense, mais on en parlera un peu plus tard. On va passer dans le cas en dessous, où là, on retrouve Tommy Paul, qui affronte Brooksby au premier tour. Nous retrouvons aussi du Mikkelsen, du Cameron Norrie, du Opelka. Voilà. Est-ce que tu vois une surprise, Fernando, ou pour toi, les deux têtes de série passent encore une fois? Eh bien, dans mon expérience, c'est toujours un tournoi très américain qui se retrouve à Ouais, combler parfois même les dénis. Donc, je pense que Tommy Paul, pour moi, c'est une valeur sûre. Je ne vois pas tomber contre des wildcards. Et de l'autre côté, même s'il y a Opelka qui peut toujours, selon son niveau, euh, être assez compliqué, comme c'est très bien Djokovic, je pense que Mikkelsen, que je vois en forme impressionnante, il m'a beaucoup impressionné en Australie. Je pense que c'est son premier tournoi 500 comme tête de série, ce qui est assez fort. Donc je pense que oui, qu'il y a ces deux générations d'Américains qui vont se confronter en quart, donc Tommy Paul contre Mikkelsen. ouais. Alors, je te rejoins sur le côté que Dallas a toujours été un tournoi très américain. Souvent, enfin, ces dernières années, c'est souvent Fritz ou Tiafoe qui va former là-bas, avec, enfin, avec toujours des victoires assez convaincante. Là, si je reprends, là, ouais, oui, ces dernières années, on a eu du Paul, du Opelka, du Kruger, du Harrison qui l'ont gagné. Même si c'est vrai que c'était le tournoi où Lee Bing-yu en 2023 s'était révélé, mais contre Isner en finale. Et si on prend du côté des finalistes, alors là, il y a que des Ricains. On a dit McDonald's, on a dit Kudla, Brooksby, Isner, Giron. Il y a énormément d'Américains qui ont au moins fait finale à ce tournoi-là. Sinon, pour revenir sur le prono, je te suis sur Tommy Paul, qui pour moi va en quart. Vraiment, c'est tout droit. Par contre, j'irais plus sur Opelka contre lui, même si je sais qu'en Australie, il s'est blessé et qu'il est peut-être pas à 100%. Je pense que sur ses premiers tours, il a largement de quoi faire juste avec ses services. Enfin, s'il peut servir à 100%, pour moi, il peut aller jusqu'en quart. Parce qu'il n'y a pas une concurrence non plus phénoménale. Shevchenko au premier tour, qui n'a pas fait grand-chose depuis longtemps, et Mikkelsen, vraisemblablement, enfin, en tout cas sur le papier au second tour, certes, c'est une concurrence un peu plus grande, mais je pense que Opelkas a vraiment le jeu pour l'embêter. Je trouve que ça va un peu trop vite, notamment au service pour Mikkelsen qui aime bien prendre son temps et ralentir le jeu. Mais surtout, malgré tout, être en domination sur le point, même si c'est un rythme lent, il aime bien quand c'est lui qui dicte le rythme du jeu, ce que ne va pas lui laisser faire Opelka, je pense, en tout cas s'il est à 100%. Donc j'irai plus sur la grande tige américaine de mon côté. Maintenant, on passe au troisième quart avec du Arnaldi, Fokina et Shelton. Oui, et Shelton qui est dans cette partie-là. Il dit beau monde. Vois-tu une surprise de ce côté-là avec par exemple un Fokina ou un Bou qui pourrait s'immiscer en quart ou pas du tout? Eh bien, bon, d'un côté, non, je ne vois pas de surprise côté Shelton. Je pense que c'est vraiment une grosse surprise qu'il n'y arrive pas. Mais après, je vois Davidovich Fokina. Je ne sais pas si on peut considérer ça une surprise. Je pense qu'il a retrouvé des choses un peu perdues dans son jeu. C'est vraiment un joueur très bizarre, quoi. Et il y a eu des périodes assez impressionnantes. Il était totalement disparu. Là, il a chuté dans le tableau. Je pense il est autour du 60-70e au ranking ATP, lui qui était presque top Je 20 à confirme. l'époque. Mais je trouve, c'est pas seulement qu'il ait changé de look, mais en Australie, je l'ai vu un petit peu libéré des pas mal de choses. J'ai vu son jeu beaucoup plus naturel, fluide. Il a fini totalement explosé. Il était recordman des matchs en 5-7. Mais bon, là, il devrait être parfaitement récupéré. Donc, je pense que ça va être lui qui va faire face à Shelton en quart de finale. Alors, je suis parti voir sur le site de l'ATP.
Fokina est actuellement 59e mondial, lui qui était au minimum top 30 il n'y a pas si longtemps que ça, c'est vrai. Et c'est vrai qu'après son Open d'Australie très fort, où il gagne deux matchs à la suite en 5-7, on est mené 2-7-0, avant de totalement lâcher contre Paul, où il est cramé, il se blesse en début de match, il se prend 3 fois 6-1 en 1h30, je crois, ou à peine. Bon, je pense que là, depuis l'Australie, il a quand même pu récupérer. Après, comme tu l'as dit, c'est vrai que lui aussi, c'est un joueur qui peut vraiment enchaîner entre les très hauts et les très bas. En plus d'être pas tout seul dans sa tête, hein, un peu comme Rublev, où il peut péter des câbles à tout moment. Mais effectivement, si il passe au second tour, je vois bien aller en quart en battant Arnaldi s'il reste sur sa forme du moment. Donc je te rejoins sur le Fokina Shelton, qui pour moi est assez euh, facile à pronostiquer, même si à Matteo Arnaldi, toujours, faut toujours se méfier de lui. Mais bon, tant que c'est pas fils en face et tant qu'il n'a pas retrouvé une constance dans ses résultats, normalement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Donc voilà, je vais rester sur Fokina Shelton. Et en bas, nous avons du coup quelques damnés américains entre Tiafoe, Nakashima, Giron. La tête de série numéro 2 bien sûr, Casper Ruud. Et quelques Japonais avec Taro, Daniel, du Nichoka et Carbaz Baina pour conclure ce set, parce qu'il y a un qualifié qui n'est pas encore placé. Alors on enregistre. Donc, est-ce que pour toi, on se dirige vers un Tiafoe Ruud qui paraîtrait assez logique au vu des classements et de l'historique, enfin et de l'expérience qu'ils ont, ou est-ce que tu vois vraiment euh, un, un autre joueur faire la surprise et un peu éclaircir le tableau? Eh bien, non, je vois pas un Tiafo rude. Je vois un Tiafo, je pense qu'il sera là, contre son compatriote Marcos Giron. Je trouve que Ruud, là, il a beaucoup donné à la Davis Cup pour son pays et je trouve il va un peu payer cette fatigue et le fait de ne pas avoir pu préparer ce premier tour qui est pour moi très piégeux parce que Giron est un joueur compliqué. Et donc, non, je trouve qu'il y aura un duel américain, Tiafoe-Giroud. Et ben, je pensais te surprendre avec ma surprise, mais tu l'as aussi, parce que j'ai également Tiafoe Giron dans cette partie-là de tableau. Ouais, Giron dans les petits tournois chez lui est toujours très très dangereux, surtout que Rude en ce moment c'est la bonne poire, hein, c'est la bonne personne contre qui il faut faire sa perf. Et comme tu l'as dit, il sort d'un week-end de Coupe Davis assez, euh, pardon, très épuisant. Et donc, je pense que Giron a toutes ses chances avec son jeu très agressif. Donc oui, je vois bien Giron aller défier Tiafoe. Attention, n'empêche quand même là-haut à Nakashima qui pourrait bien embêter Tiafoe potentiellement au second tour. Mais bon, on va quand même lui faire confiance à Tiafoe qui marche toujours très bien chez lui dans ce pays. Donc ouais, j'ai réussi sur Tiafoe Gironne. Si on remonte du coup en quart de finale, là nous avons le même quart de finale dans le premier quart entre Fritz et Maratch. De mon côté, je vais faire très vite, hein. Pour moi, Fritz gagne assez facilement en 2-7. Il faut qu'il fasse respecter son statut de top 5 mondial. Surtout contre un adversaire piège, certes, mais comme on a dit, assez irrégulier de temps en temps, qui peut faire deux matchs assez serrés auparavant contre Nishikori, sûrement un Hijikata. Donc ouais, moi j'irai sur Fritz en demi assez facilement. Est-ce que tu me suis ou est-ce que tu places Maratch? Non, je te suis. Je te suis. Je pense pas que Marcac, il peut faire des surprises, mais pas jusqu'à sortir la tête de série numéro un. Non, je pense que Fritz se qualifie. Oui. Ensuite, en bas, c'est là où on avait un désaccord.
Vas-y, là, je te laisse dire qui tu vois rejoindre Fritz en demi-finale entre Tommy Paul et Mikkelsen pour toi. Oui, ben, eh bien, petite surprise, je crois que c'est Mikkelsen. Je crois que c'est Mikkelsen parce que Tommy Paul, qui est le favori, je pense qu'il va être favori, mais dans un match très serré. Ça va pas être un match facile. Et je trouve que Paul n'est pas le type de joueur pour savoir être un peu plus malin que le jeune qui arrive avec toute son énergie. Je pense on a vu pas mal de matchs où Tommy Paul aurait pu gagner. Il a du mal à les plier. Et je crois que du coup, il va payer ça. Et c'est Mikkelsen, le jeune, qui va arriver en demi-finale. Ok, bah, belle surprise pour ce 500. Moi, j'ai Paul Opelka, où moi je fais gagner Tommy Paul, qui pour moi est vraiment le joueur, enfin, un des joueurs les plus constants de ce top 10, 15, allez, 20 même, euh, où il est souvent placé, très rarement gagnant, je le conçois, mais en tout cas, généralement, contre des adversaires plus faibles, et surtout dans des tournois un peu mineurs, je trouve que Tommy Paul déçoit rarement. Donc moi, j'ai Opelka on ne sait pas s'il est encore remis à 100%. Moi, j'ai mis en cas pas à force des choses, mais j'y crois pas plus que ça. Au contraire d'un Tommy Paul qui est en forme, qui aura deux premiers tours normalement simples pour lui. Et je trouve que même si le service de Opelka va forcément l'embêter, il y aura forcément un moment, soit au tie-break, ou dans le pire des cas, ou avant ça, il réussira à le breaker. Et ensuite, dans le jeu, au fond de cours, pour moi, entre Paul et Opelka, il n'y a pas photo. Tommy Paul est bien plus complet. Et sait faire bien plus de choses. Donc pour moi, pas de surprise à ce niveau-là. Et Tommy Paul rejoint Fritz en demi-finale. Ensuite, on descend où on a tous les deux Shelton contre Fokina, il me semble. Oui, Euh, de mon côté, je vois vraiment un match assez serré, 3-7, pour moi qui peut vraiment être la bonne surprise de la semaine qui vient à Dallas. Un match assez spectaculaire, je pense. Euh, même si j'ai bien envie de dire Shelton vainqueur et de suivre la force des choses, j'avoue que la quinzaine australienne de Fukina me fait bien douter. Mais au final, je pense quand même que Shelton va le prendre, mais vraiment 3-7 serré et dans un gros match. je, bah, je te rejoins totalement. Je partage totalement ton avis. Je pense que ça va être un super match. Fokina, c'est le genre de joueur qui fait s'ouvrir Shelton, comme ça, avec beaucoup d'énergie et de détermination, de confiance. On t'entend des choses assez folles. Euh, mais je pense que c'est Shelton quand même qui l'emporte. C'est bien. Donc, pour le moment, on reste à peu près sur la même longueur d'onde. Est-ce qu'on restera pour le Tiafo Giron? C'est à toi de me le dire. Pour toi, est-ce que Giron continue les surprises ou Tiafo peut respecter son rang? Non, là, je prévois un match beaucoup moins serré et je pense que Tiafoe quand même va imposer. Pour moi, c'est un joueur qui a beaucoup plus de ressources que Giron. Donc, non, je vois un Tiafoe Shelton en demi. Tiafo Shelton, ok. Toujours une match-up qui fait plaisir et qui rend des grands matchs assez spectaculaires. De mon côté, moi, je veux faire poursuivre cette surprise. Giron, qui vraiment pour moi a toutes les armes pour battre un Tiafoe qui actuellement n'est pas non plus dans la forme de sa vie. Giron qui était finaliste, enfin qui était pas du tout, qui est finaliste en titre, même si l'année dernière c'était un 250 et pas un 500, mais il marche souvent très bien à Dallas, Giron. Et et moi, je suis plus inquiet par rapport à Tiafoe qui ne fait plus rien depuis un petit moment. Là, si on prend ses résultats sur 2025, c'est un deuxième tour à Brisbane, un deuxième tour à l'Open d'Australie, en perdant contre Marozan et Perricard. Donc, franchement, il n'y a aucune grande euh, référence. Bien sûr, sur le papier, Tiafoe est bien plus expérimenté, a connu bien plus de grands moments et est quand même meilleur que Giron.
Mais je sais pas. Je trouve quand même que c'est pas très rassurant et que Giron a vraiment toutes les armes, toujours avec son jeu très en cadence et un peu à l'instinct, qui peut vraiment faire chavirer Tiafoe. Donc moi je poursuivrai sur ma surprise Marcos Giron en demi. Voilà, donc on se retrouve de toute manière tous les deux avec quatre Américains en demi-finale, il me semble, hein. Ouais. Oui, Donc toi, tu avais Fritz Mikkelsen de la première demi. oui, tout à Euh, fait. Et là, ok. je pense que la logique s'impose. Et voilà, les jeunes, au bout d'un moment, ils ne peuvent pas arriver jusqu'au bout. Et Fritz va s'imposer pour arriver en finale. Finalement, avec un tableau, enfin, de mon côté au moins, un tableau pas si compliqué que ça. Et donc, il arriverait très bien en finale. Ok. Donc moi, j'ai une affiche un peu plus serrée entre Tyler Fritz et Tommy Paul, deux joueurs qui se connaissent très très bien, hein, bien sûr, qui sont à peu près de la même génération. Et donc du coup, bien sûr, compatriote. Moi, j'irais sur une victoire de Tommy Paul. De mon côté, petite surprise, Tommy Paul qui est tenant du titre à Dallas actuellement. Même si Fritz est dans une grande forme, on l'a vu à la United Cup, même si il tombe contre Monfils à l'Open d'Australie, mais il tombe contre un Monfils absolument génial. Tommy Paul, ça sera une autre match-up et un autre style, mais justement, un peu comme mon fils l'a fait en Australie, où mon fils gagne aussi tactiquement en le faisant déjouer, en variant ses coups et ses effets et comment dire, et toute la science du jeu. Je pense que Tommy Paul peut faire de même. Ah, il mettra pas d'aussi énormes cartouches que Gaël a pu le faire, mais je trouve que Tommy Paul a vraiment un jeu très complet qui peut bien embêter Tyler Fritz. Donc bien sûr, je vois encore un match serré, toujours 3-7 entre Fritz et Paul, mais à la fin, je vois bien la petite surprise avec Tommy Paul qui se paye un top 5 mondial en Tyler Fritz et qui va aller défendre son titre en finale. Donc, en bas, on avait du coup, pour toi, on avait Tiafoe Shelton. Shelton Tiafoe. Ouais. Voilà. Tiafoe Shelton, un classico presque. Mais où je pense que quand même Shelton a fini par prendre l'ascendant en ce moment sur Tiafoe. Ça fait un petit moment que qu'il donne pas grand-chose Tiafoe. Et là, je pense que pour le coup, c'est Shelton qui arrive en finale en confirmant son bon état de forme après les demi en Australie. Ouais, mais c'est ça, c'est que bah, c'est deux joueurs qui en plus souvent se jouent à l'US Open. Il me semble qu'il y a un partout entre les deux là-bas. Mais oui, actuellement, Shelton est dans une bien meilleure forme que Tiafoe. Donc, si il venait à s'affronter, bien sûr que ça serait logique que Shelton passe. De mon côté, j'ai Shelton contre Giron. Et bon, là, de mon côté, je fais stopper la surprise de Marcos Giron et j'envoie Shelton jusqu'en finale. Parce que bon, on est dans un 500, il n'a pas eu un parcours si compliqué que ça. Notre ami Shelton, à part ce quart contre Fokina. Donc franchement, je vois pas en quoi Giron peut inquiéter. Après, bien sûr, ça reste que théorique et à tout moment, Giron sur le match de sa vie et bat Shelton, mais quand même, je pense que le niveau plancher de Ben Shelton, même s'il peut être très fluctuant, aussi est quand même supérieur à celui de Giron. Donc j'irai sur Ben Shelton, ce qui nous amène à une finale. Donc pour toi, Fritz Shelton, et pour moi, Paul Shelton. Vas-y, je te laisse commencer. Qui de Fritz ou de Shelton remporte le 500 de Dallas pour toi? Eh bien, pour moi, suivant la logique de mon tableau, où finalement Fritz n'a pas trop de difficultés, je pense qu'il va arriver en meilleur état. Et puis, il va profiter aussi de son expérience. Euh, c'est quand même un joueur qui a très peu de points faibles. Et je pense qu'il va s'imposer à Shelton et donc devenir le nouveau champion de Dallas. C'était leur Fritz.
Ok, donc la tête de série numéro un qui tient son rang de ton côté. Et c'est vrai que Tyler Fritz fait vraiment office de grand favori sur ce tableau. De mon côté, entre Tommy Paul et Ben Shelton, pour moi, c'est vraiment deux antithèses qui s'affrontent, hein. Comme je l'ai dit, la grande conscience et la régularité de Tommy Paul contre le côté un peu plus showman, foufou de Ben Shelton. J'ai vraiment eu du mal à faire un choix entre les deux parce que vraiment, pour moi, un match entre les deux, c'est vraiment un pile ou face, hein. C'est vraiment 50-50 et ça dépend vraiment de leur forme à l'instant T. Mais on va dire que j'ai laissé parler un peu le cœur dans cette finale, vu que la raison n'arrivait pas à trancher. Et je suis allé sur Ben Shelton. Sur Ben Shelton qui est toujours en quête d'un premier titre, ou je me trompe peut-être, je vais aller vérifier ça tout de suite. Non, qui a déjà gagné deux titres, mais qui du coup en quête d'un premier titre en 2020-25. Pour le moment, il en a gagné un par saison. Et donc, voilà, premier titre à Dallas pour 2025 pour Ben Shelton de mon côté, mais normalement une belle finale contre Tommy Paul. En tout cas, je l'espère. Ensuite, si tu n'as rien d'autre à ajouter côté américain, nous allons en Europe dans ce grand tournoi de Rotterdam où se passe généralement un des meilleurs 500 de la saison, en concurrence avec Barcelone, généralement, et Vienne, où là, on retrouve du très lourd, même si Yannick Sinner a déclaré forfait après son succès à Melbourne, mais on retrouve quand même du Alcaraz, du Rune, Rublev, Lehečka, Hurkacz, Fils, de Minaur, Tsitsipas, Medvedev, Berrettini, et encore bien d'autres grands noms. Même principe, on commence en haut, on prédit nos quarts de finale. Et c'est parti. On se lâche et on joue à ce jeu des pronos. Premier quart de tableau, pardon. Nous avons du Alcaraz, du Félix Auger-Aliassime, du Rune, Sonego, pourquoi pas. Vas-y, Fernando, là j'ai beaucoup parlé ces dernières minutes. Je te laisse la parole sur qui va le plus loin pour toi et qui va en quart. Eh ben, je suis d'accord avec toi, c'est un tableau assez compliqué dans cette partie. Et donc, peut-être que mon pronostic ne sera pas du tout le même que le tien, parce que je pronostique un quart de finale Alcaraz-Sonego, figure-toi. Waouh! Euh, Tu restes sur la grosse quinzaine de Sonego ouais. Australie. En soi, c'est totalement Oui, probable, hein. ouais, je pense qu'il va battre Rune. Et après, donc, il tomberait contre un Espagnol, soit Martinez, soit Bautista, et je pense quand même qu'il peut l'emporter. Et voilà, mais même pour Alcaraz, ça va pas être simple, hein. Mm. Donc, oui, oui. Il retrouve son vieil ennemi de l'US Open 22 un scoop, le fameux VDZ qui lui sera à domicile et qui l'avait battu à l'US Open l'année dernière au second tour. Bon, je pense que c'était juste une sortie de route très surprenante et temporaire. Je pense quand même que Alcaraz va le battre au premier tour, mais sait-on jamais. De mon côté, moi je suis plus allé sur la facilité, hein. Je suis allé sur Alcaraz Rune, simple, efficace. Parce que pour moi, Alcaraz va quand même battre ce bon cher VDZ, même s'il est à domicile. Félix sera cramé de son titre à Montpellier. Et puis ensuite, Martinez, Agut ou Sonego, je pense que eux, ils fonctionnent en coup d'éclat et pas en régularité. Même si Rune, bien sûr, à tout moment, n'a pas envie d'être là et je prends 6-2, 6-3 au premier tour, hein, et Sonego passe. Mais j'ose espérer que dans un tableau où il y a autant de grands noms et pour quelqu'un qui affiche de telles ambitions, dans un tableau aussi stack, comme on dit en anglais, que Rune sera motivé à potentiellement aller affronter Alcaraz en quart de finale. Donc moi, je suis resté simple avec les deux jeunes de cette partie-là de tableau.
On descend un peu avec du Rublev, du Marozan, pourquoi pas du Lejka, du Hurkacz. Voilà, une partie sur le papier moins relevée que la première, mais toujours intéressante, surtout que là, elle est beaucoup plus propice aux surprises. Justement, qu'un-t-elle pour toi, Fernando, ou Oui, tu restais sur les favoris? oui, partie compliquée hein, et Ouais. intéressante, et où je pense que c'est très difficile de pronostiquer. Donc, un petit peu par le feeling comme ça qu'il m'inspire en ce moment, j'ai un Rublev Lechka. Rublev, Lejka, ok. Rublev, Lejka, donc un Lejka qui battrait un Hurkacz au second tour? Oui, voilà. Je trouve que Orcat, c'est dans une période très étrange. Il y a beaucoup de changements et je trouve le SK gagne de plus en plus. Il est de plus en plus solide. Donc, je pense qu'il va passer. Ok. Alors moi, je te suis sur l'EHK. Je pense que Hurkacz peut, en soi, sur le papier, et potentiellement peut aller loin dans ce tournoi, dans des conditions de jeu qu'il aime bien, mais c'est vrai que même si je pense qu'il est totalement remis de sa longue blessure de 2024, c'est vrai qu'avec son changement de staff, où il a pris Lendl et Masso en tant que coach, je pense que ça va mettre plusieurs mois avant de vraiment trouver son rythme et vraiment fonctionner. C'est pour cette raison que je mets Lechka qui, lui, pour le coup, est vraiment lancé. Il a gagné Brisbane, il est dans une forme très, très forte ces derniers temps. Enfin, il gagne Brisbane, il perd que contre Djoko à l'Open d'Australie. Donc, je pense que c'est un client sérieux et un outsider très solide pour ce Rotterdam. Donc, je mets en quart. Et par contre, je crois pas du tout en Rublev. Encore cette semaine, il est parti à Montpellier pour prendre de la confiance. Et résultat, il perd contre Kovacevic, qui certes fait une grande semaine, mais qui est comme qui sortait des qualifs et qui était 102e mondial. Rublev, pour moi, sur un terrain, est totalement perdu. Il joue beaucoup trop par rapport à son statut et à son historique. Pour moi, il faudrait vraiment qu'il prenne une pause parce que là, je trouve qu'il se déchire intérieurement. Je pense que pour son bien, il faudrait vraiment qu'il pose sa raquette pendant 2 mois, 3 mois, juste à ne rien faire et à penser à autre chose parce que j'ai vraiment peur qu'il pète un câble. Ça, c'est assez courant, mais plus que d'habitude et qu'il lui arrive quelque chose de vraiment grave et sérieux. Donc moi, que ce soit contre Zeng ou son adversaire du second tour, je ne vois pas Rublev en quart, pas du tout. Et donc du coup, en prenant cette donnée-là en compte, je dois miser sur une surprise et j'irais bien sur je trouve, avec son jeu à plat très, très puissant, même si je trouve généralement mieux sauter battu, aussi surprenant que ça peut être. Mais entre je trouve et Rosanne, c'est deux surprises potentielles qui peuvent être coupeuses de tête. Fallait en choisir un au premier tour. Je suis allé sur je trouve. Mais voilà. Donc du coup, j'aurais un cas, je trouve, les HK de mon côté. Voilà. On descend. Eh bien, Troisième cas, très intéressant, du coup avec Arthur Fils, avec du coup Kovacevic qui vient de faire une finale à Montpellier, qui retrouve Mpetshi Perricard au premier tour, Bublik, Mencic, Goffin et Deminor, une partie très relevée, avec beaucoup de noms sérieux, et pas simple à pronostiquer. Qui vois-tu, Fernando? ouais, très compliqué, très compliqué. Alors, je vois Gio. Je vois un petit peu écart, là, c'est sûr. C'est dommage parce que qu'Arthur Fils et lui se croisent si tôt dans ce tournoi, mais je pense qu'en indoor, Petit Péricard a un peu un avantage sur Fils avec son service. Et après, je me gratte la tête. Je trouve que deux mineurs en indoor m'inspire très peu de confiance. Mais bon, il semble en bonne forme physique. Je le mets quand même des mineurs. Un peu la logique des têtes de série. En cas d'hésitation, je prends ça comme un pronostic un peu plus sûr. Même si c'est très compliqué. Je sais pas ce que, je suis très curieux de savoir ce que toi t'as pronostiqué.
Ouais, et bah moi personnellement je te suis sur ce demi-nord contre Pierre Ricard à peu près pour les mêmes raisons que toi dans le sens où Joe en dur indoor avec son service je vois pas qu'est-ce qu'il peut lui tomber dessus, quoi. Enfin, je vois pas comment il peut ne pas aller en quart, même contre Fils qui a plus d'expérience chez les pros. Et de Nord, bah, il sort d'une finale l'année dernière à Rotterdam. Et donc, bah, voilà, franchement, Goffin, je pense que au premier tour, il le bouffe. Et puis, Menchik ou Bublik sera dur, mais pas impossible pour Dominor qui a surtout un jeu contraire et très piège pour l'un ou l'autre. Donc j'irai sur demi-nord contre Pirica. Et donc on va finir avec le dernier quart de ce tableau. On retrouve plusieurs gros noms, Tsitsipas, Berrettini, Wawrinka, Medvedev, tête de série numéro 2. Et on va dire, espoir non, parce qu'il a plus l'âge d'être un espoir, mais on va dire la meilleure chance locale en talent de Grexpoor qui jouera Berrettini au premier tour. Vas-y, pour cette fois-ci, je vais commencer. Moi, je vois bien Berrettini, sa première balle avec son coup droit à plat, sortir de ça, de Grexpoor et Tsitsipas. J'ai longtemps hésité sur la nature de son adversaire, parce que normalement, en temps normal, on aurait dit Medvedev tous les jours, mais vu ce qu'il montre actuellement, on n'est pas rassuré. Après, je me dis que est-ce que Wawrinka peut le faire? Ça me paraît dur. Et après, un qualifié ou un win wildcard, là, Rod Giguering, néerlandais, ça me paraît dur. Bon, je vais quand même aller sur Medvedev, mais avec un peu de frayeur. Donc, Berrettini, Medvedev pour moi, en bas. Qu'en est-il de toi? Eh bien, 100% d'accord avec toi. Là, je pense que Medvedev, jusqu'à là, malgré tous les doutes qu'il éveille en nous, ça devrait aller. Et effectivement, j'ai pas mal de confiance en Berrettini en indoor. Et je garde surtout le bon souvenir de sa finale des saisons 2024, où il était très fort, notamment à la Davis Cup pour l'Italie. Donc, je vois un Medvedev Berrettini, ouais, je suis tout à fait d'accord. Eh bien, eh ben, ça fait plaisir qu'on soit de temps en temps d'accord. Parce que là-haut, pour rappel, on ne l'est pas. Je te laisse enchaîner sur ton Alcaraz Sonego. Oui, eh bien, je pense que quand même, Alcaraz, même s'il est c'est pas du tout une valeur sûre, c'est sûr qu'il devrait dans certaines circonstances, et notamment Rotterdam risque de l'être. Je pense quand même qu'il bat Lorenzo Sonego. Et donc je vois un Alcaraz en demi-finale contre, je te dis contre qui déjà? Non, 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 attends. Ah, j'attends. On fait vite. On va faire quart par quart. Donc moi j'ai Ouais. Alcaraz Rouneux et Alcaraz il a dit lui-même qu'il avait très peu de matchs en indoor dans sa carrière, qu'il cherchait vraiment à progresser là-dessus pour mieux gérer les fins de saison et notamment l'enchaînement de Bercy, enfin maintenant Paris et le Masters qui se joue sur du indoor. Mais après, Runeux, pour moi, est un peu plus spécialiste de la surface. Alors, après, Runeux, ça peut partir dans tous les sens. Je pense que Alcaraz a un niveau moyen plancher est beaucoup plus sûr, beaucoup plus grand. Mais je me dis que généralement, sur les grandes affiches comme ça, Runeux peut vraiment se révéler et être, enfin, et redevenir le grand joueur qu'il est avant qu'il redevienne instable. Donc moi je crée la surprise à ce moment-là. Et je veux dire que Rune va battre Alcaraz Waouh, en quart de waouh, waouh. finale après un gros match en profitant justement de son avantage sur cette surface que Rune aime bien. Ce que je rappelle qu'il a quand même gagné Bercy en 2023, 2, 3, je sais plus, j'ai un doute, 23 il me semble. Euh, 23, 23. Non, 22. Oui, 22. 22. Va- euh, Cette année, oui, avec oui. Zverev, l'année 20 2023 Djoko et 2022 Rune. 23, c'est Joko. Mais Tout à fait. en battant Djoko en finale, en faisant une semaine exceptionnelle, en battant, il me semble, 5 top 10, enfin bref, le rêve. Alors que Alcaraz, pour moi, est toujours
en recherche de repères sur du render, enfin, sur une surface, ça va beaucoup trop vite pour lui. Et surtout bah, que Rune adore frapper fort. Donc pour moi, je vois bien Rune faire la surprise contre Alcaraz. Voilà. On descend dans la partie de tableau assez mystérieuse où de ton côté, tu avais Rublev Lechka. Qui va rejoindre Carlitos pour toi en demi? Pour moi, les SK, je trouve que Roublev, il est en pleine, pas dégringolade, mais presque. Et donc, je vois le Tchèque passer de façon assez solide même. Ouais. Et moi, je trouve Lechka et je te suis sur Lechka parce que pour moi, je trouve étant quart, mais plus en profitant de la faiblesse actuelle de Rublev que par son niveau de jeu véritable. Donc je vais aller sur Lechka qui pour moi est en pleine confiance et vraiment maintenant constant et vraiment va s'installer au minimum dans le top 30. Et puis je dirais même dans le top 20, je sais plus s'il l'est actuellement. Non, il est 24e actuellement à l'ATP. Je le vois bien dans un futur assez proche, je pense avant fin mars s'installer dans le top 20 de manière durable parce qu'il a tout. Enfin, il a un jeu qui colle parfaitement à la méta de 2025 sans aller dans la hauteur. Il a aussi un staff assez stable, notamment avec Berdych en coach et toute l'équipe historique tchèque autour de lui. Donc franchement, Lechka, ça va en demi-finale tranquillement. En dessous. Nous avions tous les deux MPC Pekar contre deux minors. Un duel de style entre un serveur, limite le serveur volleyeur, serve-bot, et un défenseur de l'extrême. Pour toi, entre ces deux styles-là, va l'emporter? Oui, donc comme dans tous ces genres de matchs, très difficile à pronostiquer. Mais moi, j'ai mis le français. Euh, je pense que il est tellement, déjà, son service, il est tellement incroyable que c'est un énorme avantage, mais même, je pense qu'il a les capacités pour dominer vraiment des mineurs et que l'Australien se retrouve sans ressources malgré ses grandes capacités athlétiques, défensives, etc. Je pense qu'au bout d'un moment, Duo va finir par lui arracher la raquette de ses mains et passer en demi-finale. Ok, une belle victoire française du coup pour toi. Ouais. Moi, j'avoue que ce match-là, il tient que dans le service de notre Français. Parce que je pense que si il sert le feu, comme il l'a fait par exemple contre Kyrgios en Australie, il peut prendre ce match. Il peut vraiment bien embêter un demi-nord qui aurait pas les armes. Mais si, et même pendant que un jeu ou deux, hein, son service flanche un peu, dans le jeu au fond, pour moi, il n'y a pas photo. Dominor lui met une vitesse totale. Enfin, enfin, actuellement, dans le jeu en fond de cours, Dominor est à trois niveaux au-dessus de Pericard. Donc, j'avoue que je suis un peu mitigé, 50-50 sur ce match, mais que pour moi, tout tient dans le service de notre Français. Et donc c'est assez dur à prévoir comme ça à l'avance et sans l'avoir vu se servir tout au long de la semaine. Je vais quand même aller, on va dire, sur la facilité en sélectionnant demi-nord. Mais s'il y a une perf qui se déroule, je serais pas si surpris que ça pour notre français. Mais bon, on va dire, je vais choisir le choix de la raison et pas du cœur sur ce quart-là. Et donc, du coup, en bas, Très bien. nous étions d'accord sur Berrettini et Medvedev, tous les deux. Pour moi et pour les raisons que j'évoquais précédemment, Berrettini va battre Medvedev, Daniil qui est plus en confiance du tout, qui a plus aucun repère, aucun coup sur quoi s'attacher. Alors que Berrettini, lui, c'est que son corps qui l'empêche de revenir à son meilleur niveau, mais sa main et son jeu sont toujours là. Et dans les conditions indoor où tout s'accélère, sa première balle va faire très mal, son gros coup droit va faire très mal. Donc je crois en Berrettini
qui va jusqu'en demi. Eh bien, très difficile à pronostiquer. Je pense que il y a cette particularité qui fait qu'en ce moment, peut-être que Berrettini est redevenu ou devenu un meilleur serveur que Medvedev. On sait que ça peut être un facteur très important dans les conditions de Rotterdam. Après, je vois quand même Medvedev avoir suffisamment les outils pour se défendre face à Berrettini, qui est un joueur qui peut avoir des inconsistances, notamment physiques. Mais parfois, je pense que il y a certains matchs où je vois qu'il a du mal parfois à garder un cap mental assez solide. Donc, c'est vraiment pour moi un match très difficile à pronostiquer. Je lance un peu une pièce en l'air. Mais bon, je veux partager ton avis et partir sur Berrettini. En, et c'est une très bonne nouvelle pour lui en plus. Mais Sûr. bon, j'ai une tendance à être trop optimiste sur Berrettini. À chaque fois que je mets aller loin, il me déçoit. Mais bon, allez, on fait confiance encore une fois en l'italien. Allez, on remet une pièce dans la machine. Euh, Ouais. et en parlant, non, parce que son ego il était en quart. C'est pas en parlant d'italien, mais en parlant de joueurs constants et qui aimeraient revenir sur le devant de la scène, on va parler de Lejka, qui lui veut vraiment prendre cette place dans la lumière du top 20 minimum. Donc toi, tu l'as fait affronter Alcaraz en demi, là-haut. Est-ce que Lechka fait la surprise sur le papier ou est-ce que Alcaraz tient son rang de son côté? Eh bien, je vais faire une surprise à moitié parce que je trouve que Lejka, c'est un joueur très, très complet. Moi, j'aime beaucoup, vraiment. Et, et particulièrement en indoor, il y aurait de quoi regarder face à face vraiment Alcaraz pour moi. Mais je pense que c'est aussi, enfin pour les matchs, je l'ai vu, c'est un joueur qui peut manquer de parfois des solutions. Il peut avoir du mal à chercher des alternatives, à tenter d'autres choses dans son jeu. Et ça, face à Alcaraz, ça peut être létal pour un joueur parce que si la formule initiale de l'ESCA marche pas, et Alcaraz peut, par la diversité de son jeu, ce côté qu'il a parfois un peu vraiment très malin de savoir lire les points et faire le changement de rythme au moment qu'il faut, l'amortir au moment qu'il faut, arriver chercher une balle que les HK trouvent déjà gagnée. Enfin, je pense que Alcaraz peut quand même avoir une espèce d'ascendant de, oui, d'intelligence, quoi, des QI tennis. Et donc, je vois Alcaraz arriver de façon assez inattendue dans une finale indoor à Rotterdam. Ok. Et bah fort, fort, fort pour lui. De mon côté, j'avais Rune contre Lejka. Demi-finale qui sur le papier est assez surprenante, qui peut vraiment aller de tous les côtés. Et moi, je vais aller sur l'ESK en finale parce que, bah, comme on l'a dit et répété aujourd'hui dans les autres émissions, Rune peut être instable et autant contre Alcaraz, je vois bien être focus pour avoir sa grosse victoire, son gros moment, son gros highlight. Mais contre l'ESK qui est un joueur quand même solide, mais qui n'est pas aussi bling-bling que Alcaraz, je le vois bien être en plus montagne russe. Et donc, contrairement à l'EHK qui est vraiment une ligne droite constante, et de ce côté-là, du coup, je dirais plus sur l'EHK en finale, et qui continuerait son gros début de saison 2025 de mon côté. En bas, tu avais Mpetshi Pericard contre Berrettini de ton côté, deux gros serveurs, même si enfin, ils en font pas la même chose après, mais une match-up très intéressante, surtout en indoor. Est-ce que notre Français, il va encore plus loin ou tu l'arrêtes là? Oui, moi je le vois en finale. Je pense qu'en duel de serveurs, Berrettini est plus un joueur qui peut payer du manque de rythme qu'on a face à un joueur comme Giovanni Picard. Je pense que Berrettini a malgré tout, même si c'est un gros serveur, il a besoin un peu du flow, quoi, du flow de points, des échanges, alors que pour Giovanni, il peut parfaitement enchaîner deux jeux où il n'y a pas des rallyes de plus de trois balles. Après, s'il le faut avoir un échange, il faut aller un peu plus dans la bagarre. Et j'ai l'impression qu'il a une capacité mentale, là, il m'impressionne beaucoup sur ce point-là. Et
je pense que oui, il y a ce côté où Berrettini va avoir du mal à trouver son rythme. Et donc, je vois Giovanni en finale, je vois un Ah, Français en ok, finale, absolument. c'est beau. C'est très très beau. En tout cas, on l'espère fort ici, même si je l'ai pas pronostiqué comme ça, mais j'espère que ton prono se réalisera. On verra si tu le fais aller au bout ou pas dans quelques minutes. De mon côté, j'avais deux mineurs contre Berrettini, un nouveau duel un peu épée bouclier. Et comme souvent au tennis, c'est les boucliers qui gagnent. Donc même si Berrettini peut lui faire mal avec son gros service, je pense que ça fait longtemps que l'Italien n'a pas eu un enchaînement de matchs aussi costaud. Et autant ce rythme, parce que du coup, il devrait se prendre Grigspor au premier tour. Normalement, s'il passe au second, sauf si notre Français Maillot fait la surprise, mais du coup, ça ferait Grigspor, Tsitsipas, Medvedev. Je pense que ça lui fait déjà beaucoup pour lui. Donc je vois Dominor retourner en finale, comme l'année dernière. Et cette année, il n'y aura pas Sinner en face. Donc il y aura toutes ses chances. Donc de mon côté, j'ai une finale Dominor-Lejka. Alors je sais qu'avec tous les noms possibles, j'ai pas choisi la plus sexy, ni la plus bling-bling, j'en suis conscient. Mais à un moment, c'est le tennis qui parle et pas juste le nom posé sur le tableau. Et entre Lejka et Dominor, de mon côté, je fais gagner l'Australien, qui, je pense, peut aller chercher un nouveau gros titre en 500 à Rotterdam et profiter de son tableau avec certes quelques gros noms sur le papier, mais qui sont pas dans leur forme de sa vie. Pour le coup, je pense qu'un Lejka contre Dominor, ça fait 3-7 à peu près sûr. Et donc, voilà, il fait finale l'année dernière. Je pense que, vu le tableau que je mets, je pense que la suite logique pour Dominor, c'est le titre et qui confirme de plus en plus sa place dans le top 10. De ton côté, du coup, tu avais notre Giovanni National en finale. Est-ce que tu le fais aller au bout contre Contre Alcaraz. Alcaraz? Eh bien, oui, oui, j'avoue on a deux finales très Ouais, compliquées. Je pense que ton pronostic est un peu plus, il est moins flamboyant qu'un Alcaraz, Giovanni Petit-Péricard. Je pense qu'on a très plaisir à voir. On serait oui, assez fasciné par voir ce qu'ils feraient l'un et l'autre. Mais le tien me semble le plus réaliste. En tout cas, Alcaraz et Petit-Péricard, c'est très compliqué parce que ils ont déjà joué par le passé. C'est Alcaraz qui avait gagné. Dans mon souvenir, c'était pas indoor. Mais je garde le souvenir de un Giovanni qui servait nettement moins bien. C'est-à-dire que le fait de se retrouver face à un grand retourneur comme Alcaraz avait un petit peu perturbé sa fiabilité dans le service. Et donc, de ce point de vue-là, plus le côté où Alcaraz en finale reste un Alcaraz en finale, c'est sûr. je pense que de façon pour changer tous les pronostics et en même temps dans sa jeune carrière, même si là petit à petit on le voit comme un joueur des terres battues, gazon et extérieur, mais c'est quand même un joueur qui a fait pas mal de surprises, qui continue à nous apprendre malgré tout ce qu'il est comme joueur, je trouve, Carlitos. Eh bien, je mets Alcaraz champion, même si ça aurait été énorme de voir Giovanni Petit-Père gagner un ATP 500 et qu'il serait tout à fait possible d'ailleurs. Mais je vais rester sur le côté tête de série. Allez, comme pour Dallas, je suis chiant. Je mets tête de série champion. Donc allez, Ouais. Alcaraz champion. Ouais, bah, c'est sûr qu'entre nos deux finales, je sais sur laquelle je clique, hein, bien sûr, et c'est pas la mienne. Mais bon, à un moment, moi, parfois, j'ai fait parler un peu plus la raison et les surprises, parce que je sais que dans ces tournois-là, il y en a souvent et que c'est rarement la tête de série numéro un qui va au bout. De temps en temps, ça arrive, hein, c'était déjà le cas l'année dernière avec Sinner. Euh, mais on sait jamais, d'autant plus que là, avec tous les gros noms qui arrivent à Rotterdam, on peut en avoir. Donc voilà. Donc ce qui nous fait que toi, tu as Fritz à Dallas et Alcaraz à Rotterdam. Et de mon côté, j'ai, il me semble, Shelton à Dallas et De Minaur à Rotterdam. Voilà. Voilà. Deux, deux tournois et quatre vainqueurs pour nous.
Eh oui, eh oui, N'hésitez pas c'est bien, c'est beau. à nous donner les vôtres en commentaire, que ce soit sur YouTube ou même sur Spotify. Je crois qu'il y a une section commentaires aussi là-dessus. Ou venez sur nos réseaux Instagram ou Twitter pour nous dire qui va gagner Dallas et Rotterdam. Voilà, les deux premiers 500 de la saison qui s'annoncent beaux. Parce qu'après, on s'en va en Amérique pour pour le début de la terre battue en Amérique du Sud. Et puis après, il y a Acapulco, il me semble. Et puis on va très vite arriver en mars avec les premiers Master 1000 à Indian Wells, Miami ensuite. Voilà, voilà, vous connaissez évidemment la routine du premier trimestre de l'ATP. Sur ce, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer de ces tournois-là. Et on vous dit à plus. Salut tout le monde.